Nous allons à présent passer à notre second intervenant, qui est une intervenante, communicatrice au sein de grands groupes pendant plus de 20 ans. Élise Lemoine-Mas est aujourd'hui professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Institut des hautes études des communications sociales à Bruxelles. Elle y dirige le master en relations publiques et mène des recherches sur l'évolution de la figure du manager et sur la professionnalisation des communicateurs. Et elle va aujourd'hui nous parler de la représentation par les jeunes des métiers de la communication. Élise, c'est à vous. Si je vais vous partager mon écran, j'ai une présentation qui n'est pas forcément très jolie, mais qui a le mérite d'exister. Et comme il y a quelques chiffres, voilà. Est-ce que vous voyez bien cette présentation? C'est parfait. C'est parfait? Bon, impeccable. Alors, je lance le minuteur. Alors, l'idée, c'est qu'avec mon collègue Alexander Kondratov, qui faisait un post-doctorat à l'ULB et à l'IEX jusqu'à il y a quelques mois, nous nous sommes interrogés sur la manière dont les jeunes étudiants, et dans une perspective diachronique, donc de quand ils rentrent en relations publiques ou avant de rentrer en relations publiques, jusqu'à 1 ou 2 ans après leur sortie, quand ils sont devenus des jeunes professionnels, donc comment ces jeunes vont construire leur représentation du métier, comment ils vont comprendre ce métier de relationniste ou de communicateur. Alors, pour préciser les termes, et je crois que Guy Versailles en a parlé aussi, j'utiliserai les termes relationniste et communicateur sans forcément faire de différence, mais voilà, on parle des métiers des relations publiques. Donc là, je ne définirai pas forcément mes termes, mais voilà. En tout cas, sachez que j'entends relationniste, communicateur, et donc voilà, pour plus de facilité, je change et voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'était quel était cet imaginaire. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils rentrent dans cette… ils ont envie de faire des relations publiques, est-ce qu'ils savent où ils vont quand ils rentrent, et comment ils se construisent justement, comment ils construisent leur ethos de jeunes professionnels, comment ils se représentent en fonction justement de ce qu'on va leur apprendre, de leur professionnalisation, des cours qu'ils vont avoir, des rencontres qu'ils vont avoir avec des professionnels. Donc cette formation universitaire, c'est une formation qui est un espace de représentation puisqu'ils vont rencontrer différents professionnels, et on va voir qu'il y a une confrontation avec des lignes directrices entre un avant, pendant la formation, et un après la formation, où il y a un fil conducteur qu'on retrouve justement dans ce que nous a dit M. Versailles, c'est la difficulté à se définir en tant que relationniste, la difficulté à se définir en dehors d'outils, et la défense aussi, la défense et la reconnaissance du métier. Donc ça, on voit vraiment qu'il y a un fil rouge, et puis il y a aussi le fil rouge de, oui, on est des communicants, on est des communicateurs, on est des relationnistes, mais on a une éthique. Nous, on n'est pas juste là pour vendre, pour avoir cette dimension marchande, et ça, c'est quelque chose qui ressort assez fort. Ce qui nous a intéressé aussi dans le choix de ce public pour cette étude, c'est que quand ils rentrent donc en bachelier, donc c'est l'équivalent des licences en France, ils sont critiques. Ce sont des jeunes qui sont des cibles de cette communication, ce sont des cibles des relations publiques, et du coup, ils ont une approche critique. Ils font eux-mêmes face à la multiplicité des messages. Donc, vraiment, ils ont vraiment cette double approche, et comment ils vont passer de cette approche critique à une approche de jeunes professionnels des relations publiques. Alors, un corpus donc issu du master en relations publiques de l'UEX. L'UEX est une école qui forme donc des masters en master appliqué, avec un cursus universitaire. C'est un cursus reconnu d'un point de vue universitaire, mais on a cette particularité d'avoir une formation plus appliquée que des universités comme l'UCL ou l'ULB en Belgique. On s'est appuyé sur une enquête quantitative. Oui.
Une enquête quantitative, 77 répondants donc en bachelier L3 avec des questions fermées, voilà. Et puis des focus group avec les 123 étudiants de master 1, 15 entretiens semi-directifs avec les master 2 et une dizaine d'entretiens avec des jeunes relationnistes au bout de 2 à 3 ans. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est ce contexte que vivent ces jeunes parce qu'ils ne sont pas du tout hors sol et donc ils sont confrontés effectivement au malaise et aux tensions qui sont relatives à cette légitimité du métier. Et on va le voir effectivement, ils ont à se justifier de ce choix, on va le voir après par certaines citations. La réputation des relations publiques, c'est quelque chose qu'ils connaissent. Ils font un choix en conscience quand ils choisissent d'aller vers les relations publiques. Bah forcément, les journalistes, la section journaliste à IEC leur dit oh, mais tu vas faire des RP, oh, mais dis donc, c'est pas, voilà, pas très éthique tout ça. Donc il y a ce questionnement, et il y a cette position effectivement ambiguë des relations publiques entre le management, entre le marketing. Pourquoi est-ce qu'on est là, somme toute? Est-ce qu'on va être voilà, vraiment au service de la grande organisation, au service d'un… Alors, j'aime pas utiliser ces mots-là, mais c'est des mots qu'ils utilisent, eux, voilà, d'une forme de capitalisme. Donc, voilà, comment est-ce que on va se positionner? Il y a aussi à prendre en compte dans ce contexte qui est extrêmement important, c'est cette logique d'outillage. Et ça, ils le voient et on le voit très bien avec les bac 3 quand ils commencent, c'est-à-dire on commence par l'outil. Madame, OK, est-ce qu'il n'y a pas un outil, une solution, voilà, une situation, un outil? Donc évidemment, moi, je cours à ça immédiatement. Il n'y a pas une solution, un outil, non, c'est pas… Justement, c'est en contradiction avec le métier des relations. Mais il y a ça, et il y a ça qui perdure aussi plus tard quand ce sont des jeunes relationnistes et que là, on les prend pour des gens qui vont faire essentiellement de l'outil et là où ils s'insurgent un peu en disant mais non, mais nous, on a cette formation. Donc, il y a ce côté-là, cette logique d'outillage, en particulier avec tout ce qui est outils numériques. Donc, comment construire cet ethos et comment construire un ethos qui s'appuie sur des dimensions éthiques, des dimensions sociales. C'est Françoise Bernard qui parle d'un communicant citoyen. J'aime beaucoup cette expression. Et effectivement, voilà, c'est quelque chose qui les questionne. Alors, quand ils arrivent, la première chose, c'est qu'ils ont pas une très bonne connaissance des thèmes, relations publiques, communication. Ils en entendent parler essentiellement quand ils arrivent à l'IEX ou dans les médias, mais en tout cas au moment où ils font leur choix d'études supérieures. Ce n'est pas des choses qu'ils vont choisir, ils ne vont pas se dire je vais être relationniste, je vais être communicateur depuis qu'ils sont… je ne connais pas bien les termes en Belgique, mais depuis qu'ils sont au début du lycée, c'est des choix qu'ils font vraiment après, beaucoup plus tard. Et quand ils arrivent donc en début de bachelier 3, après 2 années quand même en sciences de l'information et de la communication, quand on leur demande de définir ce qu'ils ont comme idée, savez-vous définir les RP avant cette année, vous voyez qu'il y en a très peu qui savent vraiment les définir. On est dans un pas vraiment, 48,1% de pas vraiment et 32% de à peu près, voilà, 15% de non. Et on voit des verbatim où effectivement, en commençant, je ne savais pas très bien où j'allais. Et on le voit quand on discute avec eux. Moi, j'ai la chance de les prendre dans cette préoption, donc en bachelier. Et ils nous disent, on ne sait pas très bien vers quoi on va aller. On ne sait pas ce que c'est que ces métiers. Ils utilisent le terme de ces métiers. Effectivement, on voit bien là la fragmentation de la profession. Et ils ne savent pas expliquer à leurs parents. Mes parents ne comprennent pas très bien ce que je fasse. Ils auraient préféré que je fasse du journalisme. Et ça, on le retrouve, cette idée de devoir expliquer, on le retrouve vraiment tout au long de leur cursus scolaire et jusqu'à des M2 qui, alors eux, en revanche, savent expliquer, mais qui sont quand même confrontés
à des questionnements de la part de leur entourage. Alors, un métier technique, hein, pour ces bacheliers, vous voyez, dans les compétences, vraiment les compétences techniques, les compétences numériques sont vraiment mises en exergue et ils vont se construire à partir de ces compétences numériques. Et comme il l'explique, il s'appuie sur ces compétences numériques en justifiant et en disant, mais nous, on est né avec. Nous, on va être meilleurs que les autres, on va être meilleurs que les plus anciens parce qu'on est né avec. Donc, pour eux, vous voyez, les compétences numériques sont un moyen de professionnaliser ce métier de relations publiques. Le troisième point, avant de passer au M1 et au M2, je ne sais pas du tout où j'en suis en termes d'heures, j'avais mis un… Mais donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Il reste 2-3 minutes, vous inquiétez pas. D'accord, 2-3 minutes. Bon, je vais avancer. Alors, effectivement, la chose, c'est pourquoi faire des études? Leurs amis leur disent, mais voilà, on n'a pas besoin de faire des études pour être relationniste. Donc, ça, c'est vraiment la troisième chose qui sort. Tu dois juste parler. Du coup, voilà pour les bacheliers. Donc, on a vraiment ces représentations qui sont en tension avec la nécessité de justifier ce choix d'études. À partir des M1 et des M2, on a la reconnaissance des compétences relationnelles comme aussi importantes que la savoir technique, mais ça arrive après, en M1 et en M2, et ça se professionnalise, ça se construit au fur et à mesure de la formation. Et on a le numérique comme un noyau central, vraiment, qui est quelque chose qui maîtrise. Et donc, on a un conflit générationnel, on va faire mieux. Donc, il y a vraiment une tension aujourd'hui entre la critique des métiers de la communication et le fait, leur volonté de devenir un professionnel de la communication. Cette critique, elle s'appuie sur quatre points. La première chose, et là on est à la fois les M1, les M2, les jeunes relationnistes, c'est cette temporalité des communicants aujourd'hui. Ils disent, tout va trop vite, mais les communicants aujourd'hui ne savent pas gérer le temps. Il y a beaucoup d'innocence dans ces propos. Voilà. Mais ils veulent aller trop vite, mais en même temps, ils ne savent pas répondre. Et puis, il y a les validations. S'il y a des validations, on ne peut pas travailler. Donc, il y a cette espèce d'innocence à propos de la temporalité des communications entre ça va trop vite d'un côté, ça ne va pas assez vite à cause du management, à cause des validations. Nous, on voudrait plus de liberté pour gérer notre temporalité de communicants. Il y a une critique de la part du manque de stratégie des communicateurs qui sont en place. Parce que pour eux, justement, ces communicateurs ne se démarquent pas. Ils suivent tous le même chemin, nous disent-ils. Ça, c'est les focus group et les entretiens avec les jeunes relationnistes. Voilà. Donc, effectivement, c'est assez étonnant puisque à la fois, on les pousse à avoir cette dimension stratégique et puis ils vont avoir une vision assez critique en termes de stratégie aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas cette démarcation. Ils trouvent que tous les communicateurs répondent à un discours convenu. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Et ils disent, nous, quand on sera dans le métier, nous, on va se démarquer, on ne sera pas dans ce discours convenu, on sera plus social, on adressera des sujets en lien avec la société. Et c'est ça qu'ils reprochent aux communicateurs aujourd'hui, puisqu'ils se construisent vraiment contre. C'est ça qui est vraiment intéressant. La troisième critique, c'est qu'ils considèrent effectivement que les communicateurs, les relationnistes aujourd'hui ont une faible autonomie. Alors, je pense que c'est en lien avec la reconnaissance du métier. Eux, ils ne se posent pas de questions quant à la reconnaissance du métier. Pour eux, c'est un métier qui est reconnu. Mais de là, effectivement, il y a cette espèce d'ambivalence entre c'est un métier qui est reconnu, on est dans des comités de direction, ou en tout cas, on va l'être, il faut l'être. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette faible autonomie en lien justement avec cette temporalité? Et puis, le quatrième point, la quatrième critique, c'est qu'ils déplorent que les prises des paroles dans l'espace public soient essentiellement liées à la communication marchande. Et là, on retrouve cet intérêt pour l'éthique
et pour cette volonté d'une prise de parole par le communicant, par la communication, par les relationnistes. Et on voit d'ailleurs en lien avec ce que vous disiez, Monsieur Versailles, effectivement, cette volonté effectivement de se couper peut-être d'une histoire, d'aller moins vers ce qu'on nous reproche, c'est-à-dire d'être parfois des propagandistes. Et donc, ces jeunes sont vraiment en opposition et veulent aller sur des sujets sociaux, ce qui correspond d'ailleurs bien à leur génération et aux thèmes qu'ils évoquent avec, quand on parle de woke ou de wokisme, et donc d'une génération qui va être une génération éveillée, et ça, ils le disent. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que malgré une vision parfois simpliste des contraintes du métier, parce qu'on a tous été professionnels, on sait ce que c'est que de gérer un comité de direction, des délais, des validations, mais il y a cette volonté d'inclure les discours société dans l'espace de parole du communicateur. Et ça, moi, je trouve que c'est assez intéressant. Pour conclure, donc, ces jeunes relationnistes s'approprient les critiques de la profession, puisqu'on voit bien que ce sont des critiques qu'on a, nous aussi, hein, celles dont je vous ai parlé, et vont construire leur professionnalisation en développant un discours de défense de leur futur métier. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'ils sont déjà dans une défense de la profession, ils sont déjà du coup en processus de professionnalisation. Et ils se mettent en opposition avec les pratiques des communicateurs actuels. Alors, il faudrait voir si dans 5 ans, ils sont toujours en opposition et font évoluer ce métier. Et donc, ils cherchent vraiment à renouveler les mécanismes des relations publiques, les représentations, en s'appuyant donc sur des nouvelles pratiques, en s'appuyant sur les outils numériques et en s'appuyant sur un discours différent et une prise de parole différente donc, dans l'espace public. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, c'était parfait. Pile poil dans les temps. Merci beaucoup, Élise. Alors, laissez-moi. Y a-t-il des questions? Laissez-moi regarder sur le chat si on a un nom. Merci. J'ai peut-être été très claire. Très clair. François Miville-Deschênes, je serais curieux de savoir quelles sont les motivations de base qui amènent les jeunes dès le premier niveau là, à entrer dans un programme de relations publiques. Moi, d'après mon expérience, c'est très, très de base. C'est genre, ah, tu es extraverti, tu parles bien en public, Oui. tu écris bien, t'es beau, t'es belle. Et il y a ça. Puis il y en a d'autres aussi qui veulent beaucoup faire de la gestion d'événements parce que c'est glamour. Alors, nous, l'avantage qu'on a, c'est que maintenant, à l'IEX, il y a un master gestion d'événements. Donc, je n'ai plus toutes les jeunes gens qui veulent faire de la gestion d'événements et boire du champagne parce que c'est glamour. Donc, ceux-là, je ne les ai plus depuis 2 ans. Je suis assez contente, d'ailleurs. Voilà. Ce qui m'étonne toujours quand ils rentrent, c'est que j'ai beau leur dire et l'essayer parce que j'ai trop d'étudiants l'an prochain, je vais avoir 123 étudiants en master, ce qui est absolument énorme. Et j'ai beau leur dire, il faut savoir écrire. Et à chaque fois, j'en ai qui arrivent en me disant, mais il faut écrire. Donc, je ne sais pas comment ils font ce choix. En tout cas, en licence 3, le choix est vraiment pas, on n'arrive pas à déterminer. C'est tellement, j'ai fait quelques questions ouvertes et je n'arrive pas, c'est tellement étalé. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Je voulais pas, ils se construisent à contre aussi. Ils ne voulaient pas aller en journaliste, ils ne voulaient pas aller en pub. Voilà. Ils ont choisi l'IEX parce que l'IEX a une très bonne réputation à Bruxelles et que c'est une école où ils savent que quand on sort, on a du boulot, globalement. Mais alors, ils se retrouvent en licence, en bachelier, en disant, bon, alors, on ne veut pas aller en journalisme, on ne veut pas aller en pub parce que là, quand même, voilà. Bon, ben, on va aller en RP. C'est beaucoup comme ça. C'est de la compare. Ouais, ouais. Merci. Voilà. Alors, on a quelques questions sur le chat. Notamment, à quel moment dans la Révolution parviennent-ils à décrire le cœur de métier et à situer leur rôle dans la société? À partir des focus group des M1 qui sont faits au 2e quadrimestre.
Et c'est un moment qui correspond au moment où ils sont mis, en fait, ils ont un travail de fin d'études qui commence en janvier de leur M1. Donc, ils ont déjà eu un premier quadrimestre et au début de ce deuxième quadrimestre, ils sont directement mis en relation avec des commanditaires, des vrais commanditaires qui ont des vraies problématiques de communication et qui viennent leur présenter un brief et qui les suivent. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une vraie conscience, une prise de conscience des enjeux du métier et de cette vraiment envie et des difficultés aussi du métier, et que ce n'est pas un métier technique. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on voit apparaître toutes les dimensions, j'ai peut-être pas beaucoup insisté, mais tout l'intérêt pour les dimensions personnelles, les dimensions, en fait, on n'est plus dans l'acquisition de compétences. Alors, bien sûr, on est toujours dans l'acquisition de compétences, de connaissances, mais on est aussi dans le développement de soft skills. Et ça, ils en ont conscience à partir, je dirais, de la fin de leur M1 et beaucoup au niveau de leur ME2, et les jeunes professionnels, là, effectivement, ont pleinement conscience que la communication, c'est aussi énormément de soft skills. Et ça, on essaie de les former et on leur dit, mais ils s'en rendent vraiment bien compte. Dans le chat, il y a aussi plusieurs commentaires, je pense, Élise, qui pourraient vous intéresser, des liens faits avec d'autres recherches, avec des communicants et en école. Avec Anne-Marie, effectivement. Voilà. À l'ICP Master 2 Infocom, les étudiants se travaillent la communication sans parvenir à la définir. Alors oui, alors ça c'est pareil, puisqu'alors nous, on a 3 options en M2, et j'ai des tout petits groupes en communication politique qui est piloté par Nicolas Beguert, qui n'est pas là ce soir, mais voilà, et en communication de développement durable et RSE, et j'ai un énorme groupe en tout ce qui est communication digitale, malheureusement, alors que je rêverais de… Voilà. Mais ils ont du mal à le définir. Mais on travaille énormément sur ces définitions. Moi, je les fais beaucoup travailler sur les définitions, sur qu'est-ce qu'il y a derrière les mots. Et également, ils le disent pour la défense de la profession et par rapport à leurs amis qui sont en médecine, et ça, on l'entend. Nous, voilà, quand on est en médecine, quand on est en droit, toi, tu fais de la com, bon, d'accord. Bonjour, les amis du réciproque. Merci beaucoup, Élise. Si vous avez d'autres questions, gardez-les de côté comme pour tout à l'heure. On pourra y revenir et échanger à la fin de cet événement.